Le Togo a récemment annoncé une réduction significative du déficit d'enseignants, le ramenant à 9%. Cette avancée s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour améliorer le système éducatif du pays confronté à divers défis, notamment en milieu rural. Alors, la principale mesure, c'est l'augmentation du nombre d'enseignants, parce qu'il y a les résultats d'un concours de recrutement pour des enseignants du secteur de la fonction publique qui a été donc rendu public, et on se rend compte que ça va permettre à pouvoir avoir plus d'enseignants dans les écoles à travers tout le pays gabin. Oui, je pense que à chaque fois qu'il y a des efforts qui sont fournis, surtout dans le domaine éducatif, il faut quand même applaudir. Sauf que nous sommes en train de parler d'un secteur assez vital qu'il ne faut pas prendre à la légère. Normalement, il doit y avoir même du surnombre. Vous voyez, il doit y avoir des surnoms parce que les enseignants, être enseignant, ce n'est pas donné à tout le monde. Visiblement, vous n'êtes jamais satisfait. À un moment donné. Oui, moi, j'aime l'excellence. Oui, bien sûr. J'aime l'excellence, et pour moi, quand on parle de la formation, il faut tout prévoir et aller même en surnombre pour que peut-être quand il y aura un enseignant qui sera peut-être malade, qu'il soit accompagné par, ou bien qu'il soit remplacé par un autre. Malheureusement, on est en déficit d'enseignants. Les 9% pour moi, c'est énorme, c'est beaucoup. Ça voudrait dire qu'il y a des enseignants qui vont faire un travail en surplus. Ils vont faire un travail en surplus. Et puis, il y aura des établissements qui n'auront pas des enseignants dans certaines matières. On en a vu tellement. Moi, quand j'ai eu mon BPC, j'ai commencé un lycée où on n'avait pas d'enseignants de SVT, on n'avait pas d'enseignants d'histoire, géographie. Et c'est là que mes parents ont dit, ben ça c'est du n'importe quoi, il faut quitter là-bas. C'est là qu'ils m'ont mis dans une école privée. Vous voyez? Donc ça pose réellement un problème. Je pense que si on organise les choses de telle manière qu'on puisse avoir des enseignants, qu'on les forme à satiété, parce que les compétences, on en a, hein. Les compétences, on en a. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces compétences-là pour qu'on ait des enseignants en manque? C'est ça qui me pose problème. C'est vrai, certains vont voir le verre à moitié plein, mais moi, je vois cela à moitié vide, parce que les 9%, dans un système éducatif, dans un pays sous-développé, où on est censé former beaucoup plus les gens et mettre beaucoup plus la jeunesse au travail, parce qu'on dit souvent, aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit de la jeunesse. Oui. Et la jeunesse, c'est la nation. C'est le devenir du pays. Alors, moi, je ne veux pas que quelqu'un soit formé au rabais dans un pays. Et aujourd'hui, peut-être il peut y avoir des enseignants dans certaines matières, dans certaines régions, mais on peut ne pas y avoir dans certaines régions. Et aussi, peut-être on peut parler des conditions dans lesquelles ces enseignants-là travaillent. Parce que moi, j'ai eu à visiter un enseignant qui a été affecté il y a pratiquement 2 ans dans la zone de Badou. J'ai été voir son logement, là où il travaille même, les conditions de travail, vraiment, c'est quelque chose. Il y en a beaucoup qui disent que les enseignants du secteur public sont les plus chuchotés, comme on dit souvent, les plus de tout le système. Bah, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Avec beaucoup de primes. Moi, je dis, on ne paye pas bien les enseignants. Moi, je le dis toujours parce que c'est un métier tellement ingrat que les gens ne sont pas reconnaissants réellement de... Parce que la base de tout le monde, c'est l'enseignement. Ceux-là qui sont sommés aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu un enseignant, ils ne seraient pas à ce niveau-là. Donc, on doit tout donner, mettre ces enseignants-là dans de meilleures conditions. Moi, j'extrapole un peu, peut-être dans ces zones-là. Pourquoi pas construire des bâtisses pour que quand un enseignant vient, il se loge très bien. Pas un enseignant qui prend un bidon pour aller chercher de l'eau dans une rivière quelque part, ou bien envoie des élèves pour aller chercher de l'eau, ou bien pour aller lui couper des bois pour pouvoir chauffer son eau, ou bien envoyer des gens pour aller chercher à Banditike pour boire afin d'être en forme pour aller enseigner les élèves. Alors, moi, les 9%, c'est tellement énorme ce déficit-là, il faut tout faire pour pouvoir le combler avant le début de ces rentrées-là, parce qu'on est en train de penser à la construction de nouveaux établissements scolaires. On va construire ces établissements-là, et qui va enseigner dans ces établissements? Les élèves seront formés au rabais, alors que ces élèves-là participent aux mêmes examens, avec les mêmes épreuves. Moi, ça me pose réellement un problème. Alors, je précise, quand vous dites
Agbandi Ticket, ça veut dire les médicaments. Oui, c'est les bonnes dames. Alors, qui ne sont pas forcément autorisés. Dans de bonnes conditions, qui ne sont pas payés à la pharmacie. Je le précise parce qu'on est une chaîne internationale et qu'il y a beaucoup de nos téléspectateurs et fans qui ne suivent pas, qui ne sont pas togolais. Alors là, vous avez beaucoup plus relevé les défis auxquels vont faire face ces nouveaux enseignants que d'applaudir pour leur intégration dans le système. Et j'ai envie de vous poser la question, M. Prosper, de savoir si cette réduction, sinon, comment est-ce que cette réduction a des impacts sur le système éducatif, parce que vous avez une grande expérience en tant qu'enseignant aussi, en plus d'être journaliste. Oui, bon... je crois à mon corps défendant que je me rappelle que ce concours avait été fait en décembre 2024. C'était ça. Il y avait beaucoup qui ont postulé et ça fait pratiquement 6 ou 7 mois que le résultat est tombé et il y a une réduction de 9%. Bon, l'État a ses raisons de recruter, mais j'ai comme l'impression que les bonnes choses qu'on peut apprécier ont des effets secondaires. Aujourd'hui, moi je reste un peu dubitatif par rapport aux solutions qui sont trouvées. C'est vrai que les autorités éducatives, le professeur Kokoroko, tous ceux qui l'entourent et au niveau du gouvernement ont fait des efforts, mais je trouve ces efforts-là unidirectionnels. Autant dire que si on veut régler un problème, on ne doit pas en causer d'autres ailleurs. Alors, donc vous pensez que cette réduction n'aura pas d'importance, d'incidence sur la qualité de l'enseignement? Bon, parce que c'était ma question. Hein. Si la qualité de l'enseignement, je crois qu'on a déjà des problèmes et que depuis un certain temps, quand le professeur Kokoroko est arrivé, il a engendré des solutions. On est passé de l'enseignement par objectif aux APC. Oui, l'approche par compétence. Oui, compétence. Bon, maintenant, les évaluations, ce sont eux qui le font encore. Vous allez voir, ce sont des experts qui viennent faire encore l'évaluation du processus. On n'associe pas tant ceux qui sont sur le terrain pour le faire. Parce que moi, à mon avis, il y a des perdièmes à partager et les grands se prennent pour eux. C'est-à-dire, ils se donnent ce devoir-là d'aller. Alors, vous évoquez là un autre problème. Non, je suis dedans. Mais j'aimerais qu'on ne déborde pas, justement. On est dedans, dedans. Nous avons le droit. Je suis un enseignant. J'ai formé des Togolais sur au moins 30-31 ans. Donc, ce qui veut dire que... Et nous sommes des enseignants à la base. Et en quoi cette réduction aujourd'hui pourrait impacter la qualité de l'enseignement? Oui, ce sont les autorités... C'est la troisième fois que je pose la question. Oui, ce sont les autorités qui ont la réponse de l'impact que ça doit avoir. Parce que, vous voyez, quand vous prenez par exemple les écoles publiques où on a deux flux journaliers. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a... Ceux qui vont le matin, ils sortent à midi, d'autres viennent les remplacer, et ils sortent à 17, 18 h ou 19 h. Et ce n'est pas uniquement en milieu rural. Oui, dans Lomé également. Ça pose Maintenant, les enseignants qu'on a recrutés, entre-temps, il y avait cette conception de construire des écoles, des bâtiments scolaires. On en a produit un certain nombre. Bon, en fonction de cela, je me dis, est-ce en réduisant 9%, est-ce que ça, c'est la fonction publique qui le dit, en réduisant les choses à 9%, est-ce que les flux vont cesser? Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas en compte les écoles privées? C'est ça, c'est pourquoi je parlais. Alors, j'aimerais que vous soyez un peu plus explicite, c'est-à-dire que le gouvernement puisse injecter des enseignants dans le secteur privé. Le problème, c'est ça, c'est-à-dire que vous allez voir le nombre d'enseignants du privé qui sont partis. Alors,
au niveau de ce recrutement-là. Alors ça veut dire qu'il va y avoir maintenant un déficit au niveau du secteur privé. Et alors que les bons résultats sont produits où? Pourquoi est-ce qu'on n'associe pas? Bon, moi les bons résultats, vous avez la preuve que c'est dans le secteur privé? C'est dans le secteur privé, tout le monde le sait, au niveau même les hautes personnalités envoient leurs enfants dans quelle école? Dans les institutions privées. C'est ce qu'ils savent que le travail est bien. Maintenant, pourquoi est-ce que on doit dégarnir? Moi, je le dis, je suis un citoyen. Alors, vous proposez quoi alors? Parce je pense que l'État, à un certain moment donné, moi j'ai été dans un pays de la sous-région que je ne vais pas dire, et j'ai posé la question. On m'a dit au niveau de l'État, enfin des personnalités que j'ai rencontrées, que ce soit l'école publique ou l'école privée, l'État prend en compte tout parce que il encadre, il forme qui? Des citoyens du même pays. Celui qui est dans le privé comme celui qui est dans le public sont des citoyens du pays qui vont servir la nation. Alors, quand vous parlez de prise en charge, vous parlez de salaire, de rémunération? Oui, il y a un certain nombre de une politique qui met en même valeur, qui nivelle les valeurs de ce que font les publics et que ce que font les privés. Pour qu'il n'y ait pas de fuite de talent du privé vers le public. Voilà, cette précarité-là fait qu'aujourd'hui, vous allez voir que les bons enseignants que le privé forme, parce qu'au privé, il y a les exigences. Oui. Vous voyez, contrairement au public, je ne dis pas que nos collègues du public n'enseignent pas, ils enseignent, ils font de bon travail. Mais les conditions par rapport au privé fait que au privé, il y a des exigences. Les gens font le travail méticuleusement en fonction du remède. Malheureusement, on les enlève tous. Oui, malheureusement, leur grand rêve, c'est pour leur bonheur. On ne refuse pas. Il faut qu'on soit regardant de ce côté-là. Quand on prend ce nombre-là, quels sont les causes, les effets secondaires que ça peut causer de l'autre côté, et on équilibre. Vous voyez à peu près. Et pourquoi est-ce que l'État ne peut pas prendre des engagements avec les écoles privées, enfin, ceux qui sont autorisés, celles qui sont autorisées, pour que au moins il y a une entente, que les doubles flux là, par exemple, qu'on ait, soient amoindris. On fait le dispatching. Les enfants vont là, et l'État prend en charge la coordination. Comment régler ce souci-là? Puisque les écoles privées aussi sont, comme on appelle, c'est des entreprises qui font valoir l'éducation dans le pays. Donc, c'est bon. Moi, je suis d'accord. Je suis content pour ceux qui sont recrutés aujourd'hui. Parce qu'ils vont avoir un salaire régulier. Ils seront, ceux qui ne sont pas déclarés à la caisse. Beaucoup de conditions beaucoup de conditions très bonnes. Maintenant, on ne peut pas à chaque fois le faire. Ça fait longtemps qu'on le fait. Et vous allez voir comment les écoles privées vont, puisque le recrutement de ces enseignants-là ne règle pas forcément le problème des flux. Vous voyez à peu près. Alors, ça règle en partie. Bon, en partie, vous le dites si vous le voulez, mais moi je suis dans ma conviction, l'État doit regarder du côté du secteur privé aussi. Oui, parce que quand l'UNESCO demande des rapports, vous allez voir quelle est l'exigence des inspections vis-à-vis des institutions privées aujourd'hui, des écoles privées. On vous demande des rapports, on vous demande tout. Vous voyez à peu près. Et c'est avec tout ça là auquel on est assujetti pour envoyer des rapports aux institutions internationales qui procurent de l'argent pour la formation. Et vous allez voir même qu'il y a un sectarisme qui se fait. Bon, c'est par rapport aujourd'hui, je dis, quand je parle du professeur Kokoroko, à un certain moment donné, on a compris que lui, il a assujetti la formation des enseignants du privé par rapport au programme national. Vous voyez à peu près les formations, la plupart du temps, on en bénéficie. Vous voyez à peu près. Mais par le passé, ce n'était pas ça. Les privés payent parfois pour ça. Vous voyez à peu près. Donc aujourd'hui, il va falloir être regardant sur ce sujet-là. Maintenant, 9% réduction est faite. Qu'est-ce qu'on pense des écoles? Tous ceux qui partiront là, il faut qu'on recrute. Alors qu'il est dit que ceux qui doivent enseigner maintenant doivent passer par une école de formation. Donc ce qui veut dire que ce qu'on refuse, ça va revenir ici. Alors, ce qui est terrible, c'est que le plus grand rêve de la majorité des enseignants dans le secteur privé, c'est de pouvoir rentrer dans le système public d'un jour à l'autre. Oui, c'est fait ainsi parce que
dans le système privé, il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de bonnes conditions. Les gens sont là en attendant qu'il y ait peut-être une porte qui s'ouvre au niveau du public pour s'intégrer. C'est pourquoi il faut... Vous savez, l'éducation, c'est un domaine régalien de l'État. Et donc, on doit faire plaisir à tous ces enseignants-là qui sont en train de travailler pour le bien de la nation. Parce que déjà, quand vous prenez ces enfants-là qui vont dans les écoles privées, ben, ce sont des Togolais. Eux, ils ne sont pas moins togolais que ceux qui vont dans les établissements publics. Et les enseignants qui sont dans les établissements privés aussi sont des Togolais. Vous voyez, donc, l'État a fait des efforts en accordant quelques droits aux enseignants du confessionnel. Il faut faire les mêmes efforts au niveau des enseignements privés pour que ces gens-là, parce que vous voyez, pendant ces périodes de vacances, ces enseignants du privé sont obligés de faire du zémillon pour pouvoir subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Ce qui n'est pas du tout normal. Bon, pas tous, hein. Oui, pas tous, mais... Probablement la majorité, mais pas tous. Oui, ben, vous savez, il y a des écoles privées qui sont réellement privées où même les enseignants sont mieux payés que ceux du public. Mais la plupart, la majorité, ben, les enseignants sont obligés de travailler, de faire d'autres travaux pendant les périodes de vacances pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Imaginez qu'un enseignant, pendant les périodes de vacances, qui doit prendre du repos et peut-être mieux se former pour pouvoir être aguerri pour la prochaine rentrée, se retrouve à faire du zémillon et peut-être se casser un bras. Est-ce qu'il pourra encore enseigner? Ça fait un de moins. Et c'est notre système éducatif qui est en déficit là. Donc à un moment donné, je pense que c'est un effort qui est fait, certes, c'est à saluer. Les 9%, c'est beaucoup. Pour moi, c'est beaucoup de trous pour un enseignement. Surtout dans un pays où on est en train d'appeler à l'excellence, dans un pays où on demande à faire beaucoup plus de formation pour ces jeunes-là qui vont développer le pays. Donc, pour moi, je pense que l'État doit faire assez d'efforts pour permettre à tout Togolais qui a cette ambition-là d'enseigner, parce que enseigner aussi, c'est un sacerdoce. Donc, il faut mettre les gens dans de meilleures conditions pour combler ce trou et même dépasser, avoir un surnombre d'enseignants dans les établissements parce que, le professeur vient de dire quelque chose, il y a des enseignants qui sont dans des conditions de suremploi. Vous voyez, ils enseignent à midi, ils enseignent le matin, ils enseignent le soir. À un moment donné, c'est très compliqué. Et le soir, vous savez que les enseignants ne dorment pas parce qu'il faut préparer les cours de demain. Donc, il faut véritablement faire les choses pour que les conditions soient beaucoup plus assouplies pour ces enseignants. Justement, en parlant des conditions, vous les énumérez tout à l'heure, ce n'est pas uniquement une question d'enseignants dans le secteur public. Oh oui, c'est pas qu'une question d'enseignants, c'est beaucoup de choses qui rentrent en ligne de mire, même dans l'administration, c'est beaucoup de choses. Et donc, il faut avoir les yeux regardants dans tout cela. C'est pourquoi on doit s'organiser. Le gouvernement en premier doit véritablement s'organiser pour que les choses aillent dans les normes, pour que ceux-là qui travaillent pour le développement du pays puissent être mis dans de très bonnes conditions et soient beaucoup plus productifs. Et donc, M. Prosper, vous pensez à proposer quoi, par exemple, au système éducatif togolais? Oui, moi je crois... pouvoir renforcer davantage ce système. Oui, je pense qu'aujourd'hui, on a des associations, des écoles privées laïques. Ces associations... Il y en a beaucoup. Il y en a, oui, mais il y a des associations qui coordonnent les actions des institutions privées laïques. Aujourd'hui, ils sont nombreux. Elles sont nombreuses plutôt. Je crois que l'État doit vraiment s'intéresser. Quand vous allez au ministère des Enseignements, il y a un secteur qui est réservé aux institutions privées. Vous allez voir ce secteur-là. Pourquoi on l'a mis en place? Mais on ne sent vraiment pas souvent les impacts. Il faut qu'ils s'associent. L'État demande à ces institutions-là, des associations, discuter avec eux pour s'entendre sur le dispatching même comme on appelle, de la population scolaire. Vous voyez à peu près. Pour qu'on évite, moi, les deux flux là ne m'intéressent pas. Il faut qu'on évite ça. Alors, les deux flux, c'était parce qu'il y a eu un déficit d'établissement scolaire. De scolaire, vous voyez à peu près. Et ce qui fait que, les professeurs aussi, ils sont dispatchés comment? Vous voyez à peu près. Il y a des surcharges. Entre-temps... Mais comment est-on arrivé là? Parce qu'il y a des années, on n'en avait plus des deux flux.
Oui, il n'y en avait pas parce qu'il y avait tellement de surcharge également dans les classes, ou à peu près. Et je dirais tout simplement que par le passé, il n'y avait pas eu tellement d'attention sur le fait que le professeur Kokoroko est venu. Lui, il est un universitaire qui a un peu plus de regard sur ce qui se fait. Il a apporté, je dirais, son sens de devoir vis-à-vis de la situation. Et c'est lui qui a déclenché. Oui, je pense que c'était en 2020. Vous voyez à peu près. Mais, vous voyez, il ne peut pas décider seul, c'est l'État. Il travaille en fonction des disponibilités de l'État et de la politique qui est faite. Maintenant, il va falloir prendre à tâche, moi je le dis, avec les décisions privées. Comment on peut faire pour qu'on puisse alléger, je dirais, ces difficultés-là? Parce que quand un enfant doit aller comme ça, les professeurs aussi sont surchargés. Vous voyez à peu près. Donc pour ça, il faut réorganiser tout le secteur. On le fait. Maintenant, quand on veut faire le bilan, il faut qu'on associe tout le monde pour qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Vous voyez à peu près. Donc aujourd'hui, moi je suis très content pour ceux qui sont recrutés aujourd'hui. Ils vont dire, mais nous aussi, nous allons avoir des salaires réguliers. Nous pouvons faire un prêt à la banque. Nous pouvons être ici, acheter un terrain pour le faire. Oui, c'est ça. Mais il ne faut pas qu'on solutionne un problème pour créer ailleurs. Il va falloir qu'on harmonise tout ça là. Celui qui est dans le privé, c'est le secteur privé. Donc, on prend en charge un certain nombre de choses pour permettre à certains... Quand vous arrivez auprès de certaines autorités, ils vous disent que des gens disent que les écoles privées, c'est des entreprises commerciales. Ça fait mal. Alors que l'école paye. Il paye les impôts. Il faut qu'on allège un tout petit peu ces charges-là. Vous allez voir comment est-ce que les inspecteurs d'impôts, de l'OTR, tout ça là, dérange ces écoles-là privées. Moi, je le dis, le chef de l'État, s'il écoute, il faut qu'il intervienne dans ce domaine pour alléger la tâche. Je suis parmi ceux qui travaillent dans les institutions privées, écoles privées, on enseigne. Donc, il va falloir trouver des solutions pour que les écoles privées ne soient pas considérées comme des adversaires. En gros, vous demandez à ce qu'il y ait plus de soutien au niveau des écoles privées pour qu'ils puissent... On peut assouplir les effectifs, les déposer là-bas. L'État trouve un moyen pour régler ces institutions privées. Après tout... En tout cas, les écoles privées ont toujours été des partenaires du système éducatif, des gros partenaires, parce que sans elles, je pense que le système éducatif même va s'effondrer, clairement. Merci, Prosper Agbokoulou. On vient là de clore quasiment le débat. J'imagine que vous n'avez plus grand-chose à ajouter. Non, je crois qu'on a dit ce qu'on peut. Le peu suffit pour que les gens nous comprennent et qu'ils apportent des solutions. Bravo pour les enseignants recrutés. Maintenant, le problème est là, il faut trouver des solutions. Merci également à Gabriel Diarro d'être passé dans cette émission. Merci surtout pour l'invitation. Merci également à vous, à l'équipe technique derrière cette émission, à la réalisation, à la diffusion, mais également au studio, à l'équipe rédactionnelle. Merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes, qui n'hésitez pas à liker cette émission et à la partager autour de vous. Bonne suite dans le programme sur Nuage d'Info.